La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, carte électorale, la Gaspésie se mobilise pour sauver son poids politique. C'est ça qui a mené à leur proposition de révision de la carte qui mène à la fusion des circonscriptions de Gaspé et Bonaventure, parce qu'on est deux circonscriptions qui, quand même, il faut le dire, avons pas beaucoup d'électeurs. Gaétan Lelièvre analyse l'actualité. Mais non, j'ai bien fouillé, puis c'est bien ce que le ministre dit que Transport Québec a payé à Pascan. Donc, 100 000 $ pour délivrer un avion. C'est incompréhensible, là. Fait que là, j'ai fait une recherche. J'ai contacté différents aéroports, Sept-Îles, j'ai contacté Bécomo, j'ai contacté Montjoly et Gaspé et Rocher-Percé. Puis en moyenne, là, ça va de 500 $ à 4 500 $. Quand l'aquarelle fait du bien aux aînés. J'ai beaucoup aimé ça. Parce que je savais pas décider. Puis après ça, j'ai beaucoup aimé ça parce que j'ai fait des choses que je ne pouvais pas faire. Le réemploi en pleine croissance. On a cumulé jusqu'à présent là, plus de 1000 items, comme des tables, des chaises, 4000 pieds cubes de bois, que le monde est venu rechercher soit pour s'en servir pour des petits projets de construction, mais aussi comme bois de chauffage. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Berthelot Meubles vous invite à découvrir un aperçu des dernières tendances et des nouvelles collections en magasin. Meubles naturels tels que des tables construites dans une grande variété de bois exotiques qui vous offrent un aspect des plus chaleureux. Venez voir nos canapés inclinables électriques et tomber sous le charme de Bugatti pour le salon et de la gamme Fournirama en cuir italien. Choisissez vous-même la couleur et le tissu de votre prochain achat chez nous. Nos meubles de qualité sont non seulement beaux, mais ils sont merveilleusement confortables. N'oubliez pas l'option lit escamotable, la solution idéale pour aménagement de condos, chambres d'invités et bureaux. Profitez d'un service personnalisé et d'un plan de financement sur 36 mois sans intérêt avec la livraison gratuite sur tout le territoire. Berthelot Meubles de Cap d'Espoir, à votre service depuis plus de 37 ans. Bonjour tout le monde, nous sommes la table des préfets de la Gaspésie. Nous sommes à l'Assemblée nationale actuellement sur le dossier de la carte électorale parce que depuis le dernier jugement de la Cour d'appel, on estime que l'heure est grave pour la Gaspésie. Dans les derniers jours, on a multiplié les contacts auprès de différents députés de l'Assemblée nationale. On a rencontré le ministre Roberge très récemment aussi. On reçoit une certaine unanimité, je dirais, de l'ensemble de l'Assemblée nationale sur le fait que la Gaspésie doit garder ses deux circonscriptions, doit garder ses deux voix au sein de cette institution démocratique. La question des moyens, on laisse les parlementaires la regarder, mais il y a des façons d'arriver à mettre en œuvre cette unanimité-là au sein des parlementaires. Pourquoi? Parce que la Gaspésie a besoin de ses deux voix. Pourquoi la Gaspésie a besoin de deux voix? Parce qu'on a besoin d'avoir des décisions qui sont en phase avec nos réalités. On a besoin de ces voix-là. Puis les prochaines victimes seront peut-être la Côte-Nord, seront peut-être le Bas-Saint-Laurent ou d'autres. Donc, on est sur la première garde de cet effet-là, puisqu'on souhaite par-dessus tout l'unanimité de l'Assemblée nationale pour le maintien des deux circonscriptions de la Gaspésie. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on... Nous recevons aujourd'hui Ludovic Landry-Ducharme, président de l'association locale du Parti québécois, pour discuter du redécoupage de la carte électorale qui menace de fusionner les circonscriptions de Gaspé et Bonaventure.
Bien que cette proposition vise à équilibrer le poids démocratique des électeurs, elle créerait une circonscription immense, prenant plus de 5h30 à traverser, ce qui nuirait grandement à l'accessibilité du député et à sa capacité de représenter la diversité des enjeux locaux. Monsieur Landry Ducharme qualifie la Gaspésie de canari dans la mine pour l'ensemble des régions, craignant que cette fusion ne crée un précédent néfaste pour la représentation politique hors des grands centres. C'est une décision de la Commission de la représentativité électorale, du directeur général des élections, qui tient des consultations comme ça, qui révise en fait la carte électorale à toutes les 2 élections provinciales, fait qu'à tous les 8 ans à peu près. Et son but, c'est par souci de démocratie de s'assurer que chaque électeur et électrice au Québec ait à peu près le même poids démocratique, que son vote ait le même poids. Donc, s'assurer que chaque circonscription ait à peu près le même nombre d'électeurs, d'électrices. Là, il y a un certain barème. Et donc, c'est le principal critère dans leur processus de révision, c'est de s'assurer que le nombre d'électeurs et d'électrices dans chaque circonscription soit à peu près équivalent pour pas que certaines personnes soient désavantagées, que leur vote vale moins que d'autres électeurs et électrices. Donc, c'est ça qui a mené à leur proposition là, de révision de la carte qui mène à la fusion des circonscriptions de Gaspé et Bonaventure, parce qu'on est 2 circonscriptions qui, quand même, faut le dire, avons pas beaucoup d'électeurs et d'électrices. En fait, on est en dessous du seuil minimum là, que la Commission de la représentativité électorale considère. Et en fusionnant les 2, ben ça règle leur problème facilement, parce que comme ça fait une circonscription avec un nombre suffisant. Même, on serait dans les circonscriptions les plus populeuses, en fait, au Québec, comme ça. Ah oui. Et ça libère un député qui leur permet de créer des nouvelles circonscriptions au centre du Québec et dans les Laurentides, là, où là, les circonscriptions actuelles sont trop populeuses. Alors, c'est ça le raisonnement derrière là, la proposition actuelle, mais là où le bas blesse, c'est que ça tient pas compte d'autres facteurs qui, à nos yeux, puis aux yeux de la classe politique, des élus à l'Assemblée nationale en général, hein, faut rappeler que c'est un enjeu transpartisan. L'ensemble des élus à l'Assemblée nationale se sont prononcés là contre une telle réforme là, qui nuirait à la Gaspésie et par extension à l'ensemble des régions. Alors, ce qu'on considère pas, donc, pour revenir à mon point, dans cette révision-là, c'est l'ensemble de l'importance du travail du député, en fait, qui va au-delà de simplement représenter sa population, mais qui a un souci d'être en contact avec ses électeurs et électrices, un souci d'accessibilité, un souci de bien comprendre aussi les enjeux de sa circonscription. Vous savez, Gaspésie, en général, là, si on fusionne juste Gaspé et Bonaventure séparément, on a plusieurs centres de services scolaires, plusieurs hôpitaux, des industries variées dans les ressources naturelles, la pêche, le bois, les mines, peut-être éventuellement un retour à Murdochville, le tourisme. Ça fait tout plein de considérants là, et d'enjeux que le député doit pouvoir bien comprendre pour ensuite bien pouvoir représenter sa circonscription à l'Assemblée nationale. Alors, évidemment, tout ça, dans une petite circonscription très populeuse en milieu urbain, on n'a pas une aussi grande diversité d'enjeux donc une diversité qui est proportionnelle à l'étendue du territoire. Or, pour revenir au point de départ, la Commission de la représentativité électorale, dans sa réflexion, dans sa logique, tient pas compte de ces aspects-là. On parle aussi évidemment de l'aspect, quand je vous parlais d'accessibilité à son ou sa députée, on est déjà assez loin de l'Assemblée nationale. Ça fait beaucoup de route pour notre député de se rendre à Québec à toutes les semaines pour pouvoir nous représenter. Le temps de transport, c'est quand même non négligeable. C'est du temps où le travail s'il peut être fait dans des conditions beaucoup moins optimales que si on est à son bureau. Et imaginez, en plus de ça, si on obtient une circonscription qui prend 5h30 à traverser, là, ça devient complètement ridicule là, à notre sens.
Oui, hein. Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment une notion un peu d'équilibre, une volonté d'équilibre pour pouvoir faire cette fusion. Mais là, ça crée sur le terrain, ça crée une problématique physique pour le député, comme vous dites, accessibilité, représentativité. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a ça qui est proposé? Là, j'entends, j'ai vu, par exemple, le maire de Gaspé est monté à Québec, et il y a du monde qui réagit médiatiquement comme vous maintenant. Mais ce serait quoi les prochaines étapes? J'imagine qu'il y a une volonté de ne pas vouloir le faire, c'est ça que je comprends. Oui, tout à fait. C'est sûr que nous, à notre sens, on va faire tout ce qu'on peut là, pour se faire entendre, pour empêcher de perdre notre poids démocratique à l'Assemblée nationale. Puis, il y a quelque chose qui est important aussi que je veux rappeler, c'est que c'est un enjeu, comme je le disais, qui est transpartisan, mais qui va aussi au-delà du seul cas de la Gaspésie. Parce que on sait les enjeux de population dans les régions, comme en Gaspésie, mais c'est vécu aussi dans les autres régions. On peut parler de la Côte-Nord, la Témiscamingue, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, si avec la Commission de la représentation électorale fait une certaine jurisprudence avec cette décision-là, et que la Gaspésie perd ainsi son poids politique qui, historiquement, a souvent été marginalisé, il faut dire, comme c'est le cas de bien d'autres régions, bien, si ça fait jurisprudence, ça va être facile, du moins c'est ce qu'on craint, que par la suite, s'il y a des enjeux similaires dans d'autres régions, qu'on se dise, c'est tout simple, on va fusionner des circonscriptions qui vont avoir une taille énorme, moins de députés, et donc c'est préoccupant pour l'ensemble des régions éloignées du Québec. Alors, c'est pour ça que c'est important pour nous de mener ce combat-là. C'est un peu le canari dans la mine, là, notre cas actuellement. Puis je pense que c'est bien compris par l'ensemble des élus à l'Assemblée nationale. Fait en ce moment, il y a un débat à l'Assemblée nationale là, qui est mené jusqu'à demain, il me semble. Et c'est essentiellement entre leurs mains maintenant. Ceci dit, on a encore un certain pouvoir d'action. Je pense, au niveau local, il s'agit de maintenir la pression. On sait que l'actualité est dense ces temps-ci. On a plein de nouvelles, ça va vite, mais faut garder la pression pour maintenir l'enjeu à l'avant-scène. Donc, les interventions dans les médias, comme on essaie de faire, ça peut être écrire à notre député pour lui démontrer l'importance de cet enjeu-là à nos yeux. Et donc, faut à tout prix garder la chaleur sur cet enjeu-là. C'est l'objectif pour l'instant. Et puis, en espérant que les élus à l'Assemblée nationale puissent arriver à une solution, du moins une solution temporaire qui puisse tenir jusqu'aux prochaines élections provinciales de 2026, en attendant une réelle réforme du scrutin qui puisse intégrer certaines conditions là dans la révision de la carte électorale, qui puisse tenir compte des considérants là, des régions, ces considérations-là propres aux régions qui sont en ce moment sous-estimées, à mon avis. Parce que par curiosité, comment ça fonctionne techniquement? Parce que je comprends que là, la proposition de fusionner, elle est sur la table. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être voté au final ou non? C'est quelque chose qui finit par passer de lui-même sans passer par des votes? Oui, pour le processus technique très exact, vous m'excuserez de ne pas être complètement au courant là, également. Par contre, ce que je suis assez certain, c'est qu'une fois que la Commission de la représentation électorale a déposé sa proposition de réforme, il y a obligatoirement un débat il me semble, 5 jours à l'Assemblée nationale où les élus peuvent justement discuter, proposer des amendements. Mais ceci dit, ce n'est pas le rôle des députés de l'Assemblée nationale de décider ou non de la réforme, il me semble. Mais à moins de passer une loi comme il a été fait avec la loi 59, qui malheureusement a été invalidée en cours d'appel et qui nous ramène un peu à ce débat-là dans lequel on a déjà vécu il y a 2 ans. Ouais. Débat qui a lieu donc en ce moment, c'est ça que je comprends.
c'est ça qui est ravivé par cette décision de la Cour d'appel qui ramène la décision de réforme de la Commission de la représentation électorale. Là, on peut passer le temps des fêtes, parce que là, je comprends, c'est que souvent, il y a des périodes comme ça, justement, que ça peut être estival ou le temps des fêtes qui font que, vous disiez tout à l'heure de maintenir le dossier chaud, mais des fois, ça fait que le cerveau peut aller à d'autres choses. Est-ce que ça veut dire qu'avant le temps des fêtes, c'est quelque chose qui peut déjà être déposé pour dire que ça ne peut plus bouger, ou c'est quelque chose, comme vous disiez, on peut tenir quelque chose jusqu'aux prochaines élections, peut-être? Oh, c'est clair qu'une décision va devoir être prise là, avant, à mon sens, avant le temps des fêtes, parce que ça va être la fin de la session parlementaire, etc. Donc, les travaux vont être ajournés. Puis ensuite, ben, c'est sûr qu'avec le temps des fêtes, ça va être, ce serait très, très optimiste, je pense, de pouvoir garder cet enjeu-là à la une durant un aussi long moment, en particulier durant le temps des fêtes. Là. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde que c'est une question qui doit être réglée le plus tôt possible. Merci beaucoup, Ludovic, pour votre temps. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraiseur de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraiseur, un incontournable en Gaspésie. L'endroit idéal pour retrouver des cadeaux avec style et originalité, la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Découvrez notre collection exclusive Pandora qui évoque style et grand choix de configuration et notre grand choix de montres et bijoux de grande marque qui saura satisfaire à tout coup l'être cher. Pour des conseils judicieux, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Le petit dossier de l'aéroport de Bonaventure est tellement une belle image de ce que c'est la situation de la gestion gouvernementale. C'est vraiment une caricature. C'est incroyable. Hey, quand tu dis là, 50 fois plus cher, Marc, c'est pas rien. Puis tu l'as posé la question. Comment se fait qu'ils n'ont pas trouvé une solution? Tu sais, le petit aéroport de Rocher-Percé, géré par la deuxième MRC la plus dévitalisée du Québec, à bout de bras, n'a pas ce problème-là. Nous recevons aujourd'hui Gaëtan Lelièvre, expert en développement des régions, pour une analyse de 3 dossiers chauds de l'actualité gaspésienne. Il aborde d'abord le redécoupage de la carte électorale, craignant que la fusion des circonscriptions de Gaspé et Bonaventure ne crée un précédent néfaste pour la représentation des régions, tout en soulignant la charge de travail irréaliste pour un seul député. Il commente ensuite la réduction des postes dans la fonction publique qui touche plus durement la Gaspésie que les grands centres, contredisant les promesses de décentralisation. Enfin, il dénonce la gestion scandaleuse du dégivrage de l'avion ambulance à l'aéroport de Bonaventure, où le gouvernement a payé jusqu'à 50 fois plus cher que la moyenne régionale avant de couper le service. Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va très bien, toi aussi? Oui, très bien, merci. Merci de prendre un peu de temps avec nous aujourd'hui. Là, peut-être avant le temps des fêtes, je voulais faire comme une petite analyse de l'actualité. C'est sûr qu'il y a beaucoup de dossiers à de quoi parler, mais on en a choisi 3. Et j'aimerais qu'on commence avec le découpage de la circonscription qui fait beaucoup jaser en ce moment. De ce que j'ai compris, il me semble que c'est toujours en débat à l'Assemblée nationale en ce moment. Et bien sûr, je voulais avoir un petit peu ton écho là-dessus parce qu'on voit qu'il y a eu une vive réaction de plusieurs personnes au niveau de la politique dans notre région. Même la table des préfets se sont rendus sur place à Québec. Donc, je voulais un peu t'entendre un peu là-dessus. Ben, c'est un dossier qui est pendant depuis plusieurs années quand même. On sait que dans la loi sur les élections, le directeur général des élections du Québec doit aux 2 élections revoir la carte pour s'assurer que le découpage des circonscriptions électorales est toujours conforme aux paramètres de la loi. Le problème, c'est que la loi telle qu'elle est présentement
accorde beaucoup d'importance au caractère populationnel, aux critères populationnels. C'est-à-dire qu'en général, une circonscription devrait avoir environ 40 000 électeurs électrices, plus ou moins 25%. 48 000 même, plus ou moins 25%. Ce qui fait quand tu es en deçà ou au-dessus de ce paramètre-là de 48 000 électeurs, plus ou moins 25%, ben le DGE, il y a l'obligation de revoir la carte pour assurer un certain équilibre populationnel. Puis le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autres critères. Le principal critère prépondérant, il y en a d'autres, mais on dirait qu'ils ne sont pas pris en compte. Le DGE, dans l'interprétation qu'il en fait, puis les tribunaux y ont donné raison, le directeur général des élections, le DGE, ben c'est comme si l'ultime critère, c'est on doit avoir des circonscriptions qui ont à peu près le même nombre d'électeurs et d'électrices, qu'importe leur dimension. Ce qui fait que sur l'île de Montréal, on peut rejoindre facilement 48 000 électeurs dans quelques coins de rue. Alors que pour avoir 48 000 électeurs dans une région comme la Gaspésie, ça nous prend un territoire qui souvent va être le double du comté de Gaspé. À titre d'information, quand j'étais député, j'avais autour de 30 000 électeurs dans le comté de Gaspé qui allaient de Capucin, Capcha, jusqu'à Grande-Rivière. Puis le comté de Bonaventure avait un petit peu plus. Donc, tu vois, les deux comtés de la Gaspésie, comté de Bonaventure et le comté de Gaspé, ont à peu près 60 000 électeurs. Ben, il y a des comtés au Québec, un seul comté a 60 000 électeurs. Donc, c'est une question de critères. Puis si la loi n'est pas modifiée pour tenir compte des particularités territoriales, géographiques du Québec, des sentiments d'appartenance, des affinités territoriales, puis si on ne tient pas compte de facteurs comme ça, ben, le DGE est condamné finalement à considérer pratiquement juste le facteur populationnel, sans tenir compte de l'étendue géographique, de l'accessibilité du député, du nombre de dossiers, du nombre de municipalités qu'il doit desservir, etc. Donc, il y a un problème dans la loi, et la seule façon de régler ça, c'est de modifier la loi. L'Assemblée nationale a tenté de faire une modification très légère il y a quelques années, et ça a été débouté en cours. Le tribunal a dit que la modification de l'Assemblée nationale n'était pas légale. Donc, il va falloir que l'Assemblée nationale revise en profondeur la loi. Mais en attendant, si on veut pas que la nouvelle carte électorale qui fusionnerait les comtés de Bonaventure et Gaspé en un seul comté, si on veut pas que ça s'applique pour l'élection de l'automne 2026, il serait urgent que l'Assemblée nationale, mais on dit Assemblée nationale, mais avec le gouvernement en place, qui avait tout près de 80 députés, une très, très forte majorité, c'est clair que si le gouvernement actuel de la CAQ n'est pas d'accord avec une modification rapide de la loi, ben on va devoir malheureusement voir disparaître les deux comtés et possiblement un nouveau comté qui va regrouper de Matapédia à Grande-Vallée, dorénavant, là, ce qu'on appellera le comté de Gaspé-Bonaventure ou quelque chose comme ça. Et là, si je comprends bien, donc les vives réactions suscitées sont vraiment dues à la surface et à la représentativité d'un futur député, d'une personne qui devrait justement parcourir autant sur le territoire. Oui, bon, il y a la tâche du député qui va augmenter, c'est clair, mais il y a aussi toute une gamme d'autres inconvénients. Par exemple, le comté de Gaspé peut compter une vingtaine de municipalités. Si on ajoute le comté de Bonaventure, c'est peut-être une trentaine de municipalités. Donc, imagine-tu un député qui aurait 30 municipalités à desservir, 30 maires avec qui transiger, 4 préfets. On met 6 conseillers par municipalité. On est rendu là à 180 conseillers municipaux. Là, on a juste fait le portrait du contexte municipal. On ajoute à ça 4 hôpitaux à s'occuper sur le territoire au lieu de 2. On peut parler des organismes communautaires, des organismes socio-économiques, les chambres de commerce, les entreprises. Donc, à un moment donné, les journées ont juste 24 heures, tu sais, puis t'as beau avoir un ou une députée qui est très motivé, très disponible. C'est des semaines de 70-80 heures minimum comme député, je dis bien minimum. Donc, à un moment donné, ça a des limites. C'est que le député et son équipe ne pourra pas desservir adéquatement l'ensemble des besoins du territoire, ne pourra pas représenter adéquatement sa circonscription. Donc, c'est la région qui va être perdante. Puis c'est un phénomène qui risque de se reproduire dans d'autres régions. Là, on parle de la Gaspésie, mais la prochaine fois, ça va être l'Abitibi,
ça va être la Côte-Nord. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on constate? Ben, c'est encore là, c'est une diminution, un effritement du pouvoir des régions dans l'ensemble du Québec. Et cette fois-ci, ce sont les couronnes urbaines qui gagneraient des comtés. Parce que si on enlève un comté en Gaspésie, on le donne ailleurs, parce qu'il y a 125 comtés. Donc, le découpage ferait en sorte que ce serait dans les banlieues au nord de Montréal, dans le coin de Repentigny, Joliette, là, dans cette couronne nord de Montréal, que seraient principalement là, ajouter des nouvelles circonscriptions. D'accord. Donc, en résumé, la seule façon, à mon avis, d'éviter l'application de la nouvelle carte, c'est que la CAQ, qui est majoritaire, modifie la loi pour conférer au comté de Gaspé et Bonaventure un caractère d'exception, comme les Îles-de-la-Madeleine en bénéficient depuis plusieurs années, et ce, dans l'attente d'une refonte là, en profondeur de toute la question de la carte électorale. Parce que c'est une question très complexe. On peut comprendre l'objectif de une voix, un habitant, une voix et un vote au Québec, mais c'est plus compliqué que ça, tu sais. C'est plus compliqué que ça. Tu sais, moi, je parlais avec des députés quand j'étais en politique active, là, où des députés me disaient qu'il n'y avait aucun cégep sur leur territoire, aucun hôpital sur leur territoire, aucun aéroport sur leur territoire. Ça donne une idée, tu sais. Juste ça, là, ben moi, je dis dans ma circonscription, là, j'ai 3 hôpitaux, puis j'ai 3 aéroports, puis j'ai le dossier du chemin de fer en plus. Tu sais, tous des dossiers majeurs qui s'ajoutent là à l'ensemble des dossiers des citoyens, des dossiers des entreprises. Donc, sans vouloir minimiser le travail d'un député dans les grands centres, c'est extrêmement différent de ce qu'on vit comme député dans des régions comme la Gaspésie. J'aimerais qu'on parle maintenant de sujet tu m'avais envoyé un document intéressant là sur la perte d'emploi en région. Puis je voyais que justement la Gaspésie, qui est pas un bon palmarès là, mais il se classait comme dans les 3 premiers où dans ces derniers mois, je crois, il y a eu plusieurs centaines d'emplois qui ont disparu entre guillemets. Est-ce que tu pourrais nous analyser un petit peu ce portrait-là au niveau de la Gaspésie? Oui, c'est un article du Devoir de Isabelle Porter qui a été publié le 4 décembre et ça s'intitule La réduction de l'État plus sévère en région qu'à Québec et à Montréal. Et Madame Porter fait état des différentes coupures de postes au niveau de la fonction publique dans les régions. Et on voit que, par exemple, en Ottawa, il y a une diminution de 2,5 dans la Naudière, 0,5 Donc, les régions Montréal également est moins touchée. Mais quand on arrive dans des régions comme la Gaspésie, ben, c'est 8 des coupures de coupures de postes gouvernementaux au niveau du gouvernement du Québec qu'on vit. Au Lac-Saint-Jean, on parle de 10 de coupures. Quand on parle de l'Abitibi-Témiscamingue, 9,5 Donc, on voit que, contrairement à l'engagement du premier ministre Legault, du gouvernement actuel, de créer 5 000 emplois en région, c'est un chiffre qu'on se souvient, c'est un énoncé que le gouvernement a souvent soulevé. Au lieu de créer 5 000 postes en région, ben, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une diminution massive des postes en région qui varie de 5 à 10 Donc, puis, dans les grands centres, par hasard, ben, dans les grands centres, il n'y a pas de coupure de postes. Au contraire, souvent, on retrouve là des augmentations. Donc, un autre déséquilibre là, dans les interventions du gouvernement actuel à l'égard des régions. Beaucoup de coupures de postes en région. Puis on le voit là, on peut le constater par quelques exemples concrets. Ici à Gaspé, par exemple, on avait le centre téléphonique qu'on appelle là, du ministère de la Solidarité sociale, qui était à Monseigneur-Ross. Il y avait 115 emplois initialement. Ben là, on en retrouve quelques dizaines. On peut parler aussi d'un autre organisme important, Desjardins, qui avait, avec le plan de relance là, de 2000 du premier ministre Landry, il y avait une centaine d'emplois qui avaient été créés pour gérer tous les prêts et bourses du Québec à partir de Gaspé. Et présentement, ce bâtiment-là, qui a déjà abrité au-delà de 100 employés, ben le bail n'est pas renouvelé. Puis quelques employés de Desjardins vont se ramasser finalement dans la caisse populaire à Gaspé. Donc, c'est sûr qu'on rentrera pas 100 employés dans la caisse populaire à Gaspé. Ça démontre que effectivement, il y a une diminution du nombre d'emplois là en région. Puis on pourrait donner d'autres exemples. Hydro-Québec, à Gaspé, la bâtisse est pratiquement vide, alors qu'il y a déjà eu tout près d'une centaine d'employés. Donc, c'est un phénomène qu'on constate.
C'est sûr que le télétravail doit être pris en compte là-dedans. Il y a des nouvelles façons de faire. Il y a beaucoup de départs à la retraite qui sont non comblés. Donc, on constate qu'il y a une diminution de la taille de l'État à certains égards, même si, à d'autres égards, on voit que dans certains ministères, on parle de dizaines de milliers d'emplois de plus. C'est des chiffres aussi qui nous apparaissent dans l'actualité. Mais ce qu'on constate, c'est que dans l'ensemble, la diminution des postes au niveau du gouvernement du Québec est plus marquée dans les régions comme la Gaspésie, l'Abitibi, le Lac-Saint-Jean que dans des régions intermédiaires comme les couronnes autour de Montréal, notamment. D'accord, donc c'est pas qu'une question de ce que je comprends de recentraliser quelque part d'autre. On déplace pas forcément des gens, mais c'est comme une autre façon peut-être de travailler. Tu parlais de télétravail aussi, mais est-ce que c'est aussi que ces centres-là vont se réouvrir ailleurs? Le télétravail, il s'applique partout à la grandeur du Québec, mais globalement, quand on regarde les chiffres là, de l'article de Mme Porter, ce que ça démontre, c'est que les grandes coupures, là, ils sont surtout dans les régions, comme la Gaspésie. Donc, oui, le phénomène du télétravail est présent, on doit en tenir compte, mais il devrait être présent partout. Mais malgré ça, ce sont les régions comme le Saguenay, l'Abitibi et la Gaspésie qui sont les plus fortement touchées par les coupures de postes. Donc, encore une fois, une centralisation d'une certaine façon. Et ce, malgré un engagement clair du gouvernement actuel, de la CAQ, de créer 5000 emplois en région. Ça, écoute, là, on s'est fait répondre ça à de nombreuses reprises, mais quand on regarde dans les faits, ce qui se passe, puis c'est le contraire. Dans les régions, on voit des diminutions de postes, contrairement aux grands centres. Donc, c'est clairement en contradiction de l'engagement gouvernemental qui avait été pris par le premier ministre Legault il y a quelques années. Et j'aimerais qu'on passe à notre troisième dossier, justement, un article que tu m'as envoyé d'Isabelle Larose sur Radio-Canada qui parlait des problématiques de dégivrage de l'avion ambulance à l'aéroport de Bonaventure. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu soulevais un angle que j'avais pas forcément vu. Là, il y avait différentes façons de voir ce dossier-là. Parce qu'on voit qu'il y a une question déjà pourquoi est-ce qu'il y a une problématique de dégivrage à l'aéroport de Bonaventure? Ça serait ça ma première question. Oui, faut prendre conscience que l'aéroport de Bonaventure est un aéroport qui appartient au gouvernement du Québec, contrairement à beaucoup d'autres aéroports en région. Il appartient à Transport Québec, donc au gouvernement, et il y a des vols réguliers qui sont desservis par Pascan Aviation normalement. Notamment, c'est-à-dire, et aussi l'avion ambulance, l'avion hôpital, les deux avions qui servent au transfert de patients qui desservent l'aéroport de Bonaventure. Tout comme l'aéroport de Rocher-Percé, Gaspé, Sept-Îles, Bécomo. C'est des aéroports qui sont comparables. Ce qu'on constate de particulier à l'aéroport de Bonaventure, c'est qu'un aéroport propriété du gouvernement n'a pas de système de dégivrage des avions. Le système de dégivrage des avions, on a à Rocher-Percé, un petit aéroport intermunicipal, on a à Gaspé, un aéroport qui appartient à la ville, on en a un peu partout, Montjoly, Bécomo. Et ces systèmes-là, c'est un camion nacelle, généralement, qui vaporise là, de l'anti-réfrigérant, on peut parler, c'est l'équivalent, dans le fond, là, de lave-glace. Oui. Pour empêcher l'avion de glacer, on met de l'alcool, un produit spécial. Puis ça, c'est vaporisé sur l'appareil. Et l'appareil, s'il y a du verglas à une certaine altitude, ça va lui permettre de passer à travers le verglas sans être englacé. Donc, c'est un système pour assurer la sécurité. À l'aéroport de Bonaventure, c'est un privé, pour ne pas le nommer Pascan, qui offrait le service à l'avion ambulance. Et le ministre a annoncé, le ministre des Transports, le ministre Jonathan Julien, a annoncé il y a quelques semaines que le contrat ne serait pas renouvelé parce que ça coûtait trop cher. Donc ça veut dire que dorénavant, à Bonaventure, l'avion ambulance ne pourra pas atterrir potentiellement dans certaines situations météo où il y a un risque de verglas notamment, de givrage de l'avion. Le ministre invoque que le service a été utilisé 6 fois dans les 3 dernières années et que ça a coûté 550 000 $. Et il rajoute dans sa déclaration soit une somme approximative de près de 100 000 $ par dégivrage. Quand j'ai vu ça, un ancien directeur d'aéroport comme moi, j'ai dit il y a quelque chose qui va pas, il y a une erreur, c'est clair. Mais non, j'ai bien fouillé, puis c'est bien ce que le ministre dit que Transport Québec a payé à Pascan. Donc 100 000 $ pour dégivrer un avion, c'est incompréhensible. Là. Fait que là, j'ai fait une recherche. J'ai contacté différents aéroports, Sept-Îles,
j'ai contacté Bécomo, j'ai contacté Montjoly et Gaspé et Rocher-Percé. Puis en moyenne, là, ça va de 500 dollars à 4500 dollars le coût de dégivrage de l'avion ambulance dans ces aéroports-là. Mais à Bonaventure, on a payé en moyenne 100 000 dollars par dégivrage. Je comprends que le ministre dit que c'est trop cher, puis je comprends qu'il se questionne, mais ce que je comprends mal, c'est comment le gouvernement du Québec a réussi à payer 20 fois plus cher pour le même service qui est offert dans des aéroports gérés par des villes ou des MRC. C'est inacceptable, c'est inadmissible. 100 000 $, c'est 50 fois la moyenne là, des aéroports que je t'ai mentionnés. Donc, ça démontre que le gouvernement du Québec est un très mauvais gestionnaire des fonds publics. Ça démontre une certaine incompétence de la part des fonctionnaires qui ont traité ce dossier-là pour accorder un contrat qui donne comme résultat 100 000 $ par intervention, alors que le coût moyen est environ 2 500 par toyeur. Et ça démontre qu'une fois de plus, ce sont les régions qui vont payer la note, non seulement financièrement, mais peut-être par des vies qui vont être menacées. Parce que si l'avion ambulance n'intervient pas, alors qu'on a un transfert important, urgent à faire, ben c'est peut-être un patient qui va décéder ou qui va subir des complications ou un risque d'accroissement de sa situation, physique. Là. Donc à tous les niveaux, on se doit de questionner le gouvernement du Québec. Là. Au niveau financier, c'est un scandale là, de payer 50 fois plus cher. Comment expliquer qu'un aéroport qui appartient au gouvernement du Québec n'est pas capable d'avoir sur place un système de dégivrage alors que des petits aéroports municipaux réussissent à trouver des solutions adéquates à un prix abordable? Ça démontre également que la centralisation des pouvoirs puis tout ce qui est géré au central, c'est pas vraiment efficace et ça coûte beaucoup plus cher que quand c'est géré en région. Donc, raison de plus de demander de la décentralisation de pouvoir. Je crois qu'on ferait beaucoup mieux que le gouvernement du Québec dans ce cas-là. Puis, ça démontre aussi que les premiers, souvent, à écoper dans les coupures gouvernementales, ce sont les régions. On sait que le Conseil du Trésor a demandé à tous les ministères de couper dans leurs dépenses. Et par hasard, c'est dans le cadre d'un exercice de rationalisation du Conseil du Trésor que Transport Québec a mis sur la liste des coupures, notamment le service de dégivrage. Donc, un service qui a mal été planifié, qui a coûté un prix scandaleux. Et plutôt que de trouver une solution intelligente, adaptée, comme les autres aéroports de la région ont fait, on décide de façon bête et méchante de couper le service et de mettre à péril des vies des gens de la baie des Chaleurs, des utilisateurs des MRC d'Avignon et de Bonaventure. Donc, c'est un dossier que je trouvais extrêmement intéressant qui permet de faire ressortir les nombreuses lacunes des interventions gouvernementales en regard d'un dossier qui, à première vue, semble un dossier bien anodin, la gestion d'un aéroport, mais on voit que ça a des conséquences même sur des vies humaines. Oui, parce que je lisais qu'à certains moments, l'avion devait décider d'aller atterrir ailleurs parce qu'il ne pouvait pas, pour ces raisons-là, atterrir à Bonaventure. Je me demandais pourquoi est-ce que passer de tout à rien comme ça, enfin, avec un coût exorbitant, à ne plus rien vouloir faire. Il n'y a pas un entre-deux, on peut pas nuancer ça et dire, on va installer un système qui va nous coûter peut-être, même si c'était 5 000 par dégivrage, on est déjà tellement moins que le coût initial. T'as absolument raison. Puis ta question, là, elle est inévitable. Puis je comprends pas que le gouvernement ne se pose pas cette question-là puis ne trouve pas des solutions. Parce que, comme tu dis, on passe d'un extrême à l'autre. On paye 50 fois plus cher que la moyenne régionale pour le service ou on ne le donne plus. Pourquoi est-ce qu'on va pas voir, là, pourquoi est-ce que les fonctionnaires responsables de ce dossier-là ne se sont pas posé la question avant de donner un contrat là, qui donne comme résultante 100 000 $ par intervention au lieu de 2 500 en moyenne? Pourquoi les fonctionnaires ne sont pas allés voir dans les aéroports voisins comment ça fonctionnait? Comment les MRC, comment les municipalités se sont débrouillés pour offrir un service de dégivrage efficace et à un prix intéressant. C'est là qu'on voit la lourdeur de l'appareil gouvernemental, l'incompétence à certains égards de l'appareil gouvernemental et l'indifférence des impacts de décisions gouvernementales sur l'avenir des régions. Puis dans ce cas-là, on ne parle pas seulement de l'avenir de la région, on parle de santé, de vie, de personnes qui sont directement concernées par cette décision-là. C'est scandaleux. Il n'y a pas d'autre mot. C'est scandaleux d'en arriver à une telle situation. Et là, le ministre nous dit,
je vais avoir besoin de l'aide des MRC, du monde municipal, de la Gaspésie pour trouver une solution. Puis le pire, c'est que, le pire, c'est une façon de parler, c'est du bon monde dans le monde municipal. Nos préfets, nos maires ont dit oui, on va tenter de trouver une solution. Mais est-ce que chaque fois que le gouvernement fait des ratés, on va demander aux municipalités de payer la note pour l'incompétence gouvernementale? C'est beau d'être bon joueur, c'est beau de vouloir aider, mais à quelque part, d'encourager l'incompétence, moi je pense que c'est pas une bonne chose, là. C'est une responsabilité qui incombe au gouvernement du Québec et je pense que c'est au gouvernement à trouver les solutions. Est-ce que le gouvernement du Québec va faire la job des municipalités et des MRC? La réponse est non. Mais quand le gouvernement est mal pris, dans des situations aberrantes comme ça, là, il essaie d'avoir de l'aide financière de la part des communautés visées. Un peu ce qui a été fait avec le dossier d'Orléans Express. Quand Orléans Express a coupé le service en région, le ministère des Transports et les MRC ont mis l'épaule à la roue puis ont versé un montant annuellement, puis il est toujours versé ce montant-là pour maintenir le service en région. Mais là, on parle d'un aéroport qui appartient au gouvernement du Québec, à Transport Québec, qui dessert un service de transfert des passagers par avion qui appartient au ministère de la Santé. Donc, les deux ministères du même gouvernement ont réussi à faire du dossier de l'évacuation médicale dans la baie des Chaleurs un pareil fiasco. C'est préoccupant. Puis ça en dit long sur peut-être beaucoup d'autres interventions du gouvernement. Puis je peux pas faire autrement, Marc, avant de terminer cet entretien-là, de faire un parallèle avec le dossier du chemin de fer gaspésien. Si on a réussi à payer 50 fois plus cher pour dégivrer un avion, un dossier aussi basique, aussi élémentaire que ça, c'est pas surprenant que le dossier de réhabilitation du chemin de fer entre Matapédia et Gaspé devait initialement coûter 240 millions entre Matapédia et Gaspé. Et là, on est rendu entre Matapédia et Port-Daniel seulement. Puis on frise le milliard de dollars et ce n'est pas fini, on n'est pas rendu à Gaspé. Donc, si Transport Québec a géré le dossier du chemin de fer, comme il a géré le dossier du dégivrage des avions à l'aéroport de Bonaventure, ça peut expliquer ce dépassement de coût-là, également au niveau du chemin de fer, puis on pourrait sûrement sortir beaucoup d'autres exemples là, de mauvaise gestion de dossiers gouvernementaux. Puis souvent, malheureusement, ce sont les régions qui écopent. Et ça vient des poches, en partie. Des contribuables. Des gens des régions concernées, mais aussi de l'ensemble des contribuables québécois. Donc, il y a un grand ménage à faire au gouvernement. On l'a vu dans différents dossiers. Puis là, dans notre petit monde ici en Gaspésie, là, dans notre actualité régionale, on vient d'énumérer 2 dossiers qui méritent réflexion, puis méritent que le gouvernement, je pense, là, s'attarde en revisant sa façon de faire. Puis du côté de l'aéroport de Bonaventure, c'est urgent parce qu'on est en période hivernale. Les risques de givre, ils sont présents. C'est déjà débuté. Puis une vie, ça n'a pas de prix. Puis surtout une vie, ça n'a pas de prix dans un contexte où il y a vraiment incompétence de la part de l'intervention du gouvernement du Québec. Ce n'est pas aux Gaspésiens, pas aux Gaspésiennes, pas aux gens de la baie des Chaleurs à payer le prix de l'incompétence de Transport Québec dans ce dossier-là. Ça, c'est clair, c'est inadmissible. En tout cas, merci beaucoup Gaëtan pour l'analyse de ces thèmes d'actualité. Puis si on ne se reparle pas avant le temps des fêtes, je te souhaite un bon temps des fêtes. Merci, à toi également, et à tous ceux et celles qui nous écoutent. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région.
2024, l'aquarelliste Linda Molloy a contacté la Villa Pabot afin d'organiser des ateliers de peinture pour ses résidents. Cette activité avait pour principal objectif d'offrir un moment de plaisir et de créativité aux aînés. L'expérience fut une belle révélation. Des résidents ont découvert un talent insoupçonné, allant jusqu'à apprendre à dessiner alors qu'ils en doutaient. Leurs œuvres ont été dévoilées lors d'un vernissage tenu le dimanche 30 novembre. Nous discutons de cette expérience touchante avec Linda Molloy, ainsi qu'Eva Huard, une résidente participante. Donc, vous avez été approché pour monter une activité à la Villa Pabot. En quoi ça consiste? Dans le fond, ça fait longtemps que ça me tentait de faire quelque chose pour les personnes âgées parce que j'aime beaucoup les personnes âgées et ça me trottait, ça faisait un bon bout de temps que ça me trottait dans la tête puis je me disais, je sais pas si on pouvait faire des cours d'aquarelle. Fait que j'ai contacté la Villa Pabot, la responsable, l'année passée. Et c'est ça, fait que tranquillement, pas vite, on a décidé de faire un cours d'aquarelle une fois par semaine, à tous les mercredis matins. Alors, je viens rencontrer les résidents qui se sont inscrits au cours d'aquarelle et on fait de l'aquarelle ensemble. Et pour l'instant, il y a 12 personnes, 12 résidents qui font de l'aquarelle. Comment ça s'est passé, donner ces cours d'aquarelle-là à la résidence? Ça se passe très bien. Je veux dire, avant tout, c'est une question de cœur, une question de bienveillance. Moi, je suis une passionnée de l'aquarelle. J'essaie de transmettre ma passion aux résidents et je leur dis, tout ce qui compte, c'est seulement avoir du plaisir. On s'en fout du résultat, on veut seulement avoir du plaisir. Fait que c'est ça que j'essaie d'inculquer, avoir du plaisir en faisant de l'aquarelle. Puis d'être passionné à la fois aussi. C'est quoi les défis que vous avez rencontrés pour cette activité-là? Les défis. Pour moi, c'était un défi dès le départ pour moi parce que je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Mais j'ai fait confiance tout simplement. J'ai fait confiance aux gens. J'ai fait confiance au déroulement. On s'ajuste au fur et à mesure, dépendamment de ce qui se présente. C'est ça, c'est vraiment, puis c'est du cas par cas. Des fois, un résident peut avoir de la difficulté avec sa main. Alors, des fois, on prend l'autre main ou on prend une petite pause. Tu sais, on y va à son rythme. Chacun va à son rythme là-dedans. Mais bon, c'est un vernissage, donc on peut voir leurs œuvres. Ils ont beaucoup apprécié leur expérience? Oui. Oui, on m'a dit que c'est la première fois que ça se faisait ici. Alors, c'est le premier vernissage qui se passe ici à la Villa Pabot, qui s'est passé à la Villa Pabot cet après-midi. Et moi, j'étais très émue, très touchée de voir la réaction des résidents cet après-midi. Ça allait droit au cœur. Plusieurs pleuraient parce qu'ils étaient contents, ils étaient fiers aussi de voir leurs œuvres exposées, puis de voir aussi la réaction des gens. Vraiment, c'était touchant. Est-ce que c'est une activité que vous aimeriez refaire à nouveau? Ah oui, assurément. Là, c'est le premier qu'on a fait. Fait que là, d'après moi, on va en faire une fois par année parce que c'est quand même beaucoup de préparation faire tout ça. Puis je pense que ça va devenir peut-être un petit rituel ou je sais pas. On va voir, mais moi, je pense on va en refaire d'autres. Vous dites que c'est beaucoup de préparation. À quoi ça ressemble la préparation d'une activité comme celle-là? Bien, la préparation, premièrement, c'est des œuvres que j'ai ramassées comme depuis le début qui ont commencé à faire de l'aquarelle. Puis, à un moment donné, on a fait un tri. J'ai fait un tri, j'ai regardé avec eux aussi qu'est-ce qu'ils voulaient que j'encadre, dans le fond. Qu'est-ce que ça implique? C'est d'encadrer les œuvres, de faire la préparation de la salle. Mais là, j'étais pas toute seule à faire la préparation de la salle. J'ai eu beaucoup d'aide, là. J'étais pas toute seule là-dedans. Ça prend une équipe. Ça fait combien de temps que vous les donnez, ces cours-là, à la Villa? Bien, ça fait déjà plus d'un an. J'ai commencé début octobre, je crois bien, l'année passée. C'est ça fait plus d'un an. Donc, tu dis que tu as dû faire un tri. Combien
Combien de toiles qu'ils ont pu faire? Combien ils en ont fait depuis le début, c'est difficile à dire parce que chacun va à son rythme. Il y en a qui vont plus vite que d'autres, il y en a qui ça prend plus de temps. Mais on respecte le rythme de tout le monde là-dedans pour que tout le monde soit confortable. Ça, c'est bien important, que tout le monde soit confortable puis que tout le monde ait du plaisir. Je reviens toujours avec cet aspect-là d'avoir du plaisir. C'est vraiment important. Quelque chose que tu aimerais peut-être ajouter? Que j'aimerais rajouter, mais je veux dire que j'ai beaucoup aimé le vernissage. Comme je pourrais le répéter, c'est la réaction des gens, et surtout des résidents. Juste pour ça, là, ça vaut tout l'or du monde. C'était vraiment touchant et c'est ça. Fait que j'ai vraiment aimé. Madame Huard, vous avez participé à cet atelier. Comment vous avez trouvé l'expérience? J'ai beaucoup aimé ça. Parce que je savais pas dessiner. Puis après ça, j'ai beaucoup aimé ça. Parce que j'ai fait des choses que je pouvais pas faire. Vous me disiez, vous dites que vous ne saviez pas dessiner, donc vous avez parti de quoi, puis vous êtes rendu à quoi? À Gaspé. Puis à Gaspé, j'ai fait un oiseau. Puis rendu chez moi, j'ai continué. Puis là, maintenant, là, je peux dessiner. Comme là, vous avez dessiné quoi? C'est quoi que vous avez présenté aujourd'hui? J'ai fait un château. Puis une fille couchée d'un lit qui dort. Puis faire ça de l'aquarelle comme on vous l'a montré, vous aimeriez recommencer? J'aimerais continuer. Beaucoup. C'est quoi Qu'est-ce que vous aimez le plus d'en faire de l'aquarelle? De retrouver mon ordi. Parce que j'aimais la journée pour aller retrouver les autres gens. Puis faire ce que les autres faisaient, mais pas la même chose. Puis chacun faisait une ou deux choses, puis il me semble que c'était sublime. Puis aujourd'hui, c'est encore plus sublime. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La clinique d'optométrie Lémirion est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Lémirion. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Lémirion. 689-5553. Automobile Mauger Ford de Grande-Rivière, la force d'une équipe. Nous avons à cœur de vous servir avec passion et surtout de satisfaire vos attentes en tout temps. Notre équipe compétente d'expérience ne désire qu'une seule chose, la satisfaction de sa clientèle. Pour l'ensemble de vos besoins pour votre véhicule, pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, venez rencontrer l'équipe Mauger Ford. Notre force, notre équipe, nos employés. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Bonjour. Bonjour. Alors, on a une couple de sujets à l'ordre du jour. On va commencer. Vous vouliez nous parler des écocentres et du réemploi. Ça va bien de ce côté-là? Ben oui, parce que les écocentres sont moins connus pour le réemploi, mais puis il y a beaucoup de monde, ils viennent porter le bois, le bardeau, le métal, les pneus, les huiles, les peintures. Mais dans les faits, il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent chercher des matières pour les réutiliser, pour les réemployer.
On a cumulé jusqu'à présent là, plus de 1000 items, comme des tables, des chaises, des sets de vaisselle, différents items comme ça. Donc, au moins 1000 que les citoyens sont venus rechercher gratuitement pour réutiliser. Ça évite un achat pour eux autres. 4000 pieds cubes de bois. 4000 pieds cubes de bois, que le monde est venu rechercher soit pour s'en servir pour des petits projets de construction, mais aussi comme bois de chauffage. Ben ça, je trouve que c'est significatif. Il y a du monde qui sont venus chercher aussi des écrans, des souris, des claviers, parce qu'on peut ça les redistribuer gratuitement. On peut pas redistribuer des ordinateurs ou autres items là, qui contiennent des données, mais on a quand même, maintenant, on a un petit peu élargi la gamme des matières qui peuvent être réemployées. Fait que c'est intéressant, c'est quand même un total, quand tu regardes ça, tu dis, oh, quand même, c'est significatif comme ampleur. Bien, surtout le 4000 pieds cubes de bois, là, sachant qu'il y a une machinerie qui doit venir pour la réduire en copeaux, puis après ça, tu as un camion qui vient chercher pour amener ça, je ne sais pas où, ou peut-être au site de compostage. Je ne sais pas si vous utilisez ce bois-là pour le compostage. Ouais. Mais tu sais, le fait que tu as 4000 pieds cubes qui est récupéré, que du monde vient le chercher, c'est déjà des coûts en moins aussi pour la transformation. C'est exactement ça. C'est exactement où on veut aller avec la régie depuis plus d'1 an, là, mettre plus l'accent sur des mesures de réduction puis de réemploi qui nous permettent de faire des économies. Le broyeur, quand le broyeur vient aux écocentres, ça coûte plus de 800 $ de l'heure. Alors, ça veut dire que quand on le fait venir, nous autres, la facture monte vite, là, sur l'ensemble des 2 territoires, parce que quand le broyeur vient, il couvre les 2 territoires, c'est quelque chose là, qui peut monter autour de 80, 90 000, 100 000 piastres dans sa tournée. Fait que c'est significatif. Alors, quand les gens viennent chercher du bois, c'est pour ça qu'on fait des projets de déconstruction aussi, pour que le bois soit plus réutilisé, qu'on réduise ces quantités-là de bois qu'on est obligé de broyer. On mélange avec le bardeau d'asphalte, puis on s'en sert comme matériel de recouvrement au LET de Gaspé, qui n'est pas l'idéal, c'est pas la meilleure option, mais c'est la moins pire. Je dis souvent c'est le moins pire choix qu'on a, parce que il faut faire quelque chose avec ces matériaux-là, puis nous, on n'a pas de valorisation énergétique dans le coin qui pourrait réutiliser le bois. Alors, la seule option qu'on a, c'est de la broyer. Donc, quand les personnes viennent le chercher, ça fait notre affaire. Tu as parlé de déconstruction, on avait déjà parlé là, de ça, là, des coûts que vous avez pu économiser de ça. Justement, c'est aussi, au moins, on le remplit moins vite, le LET. Définitivement, la portion, nous, qu'on appelle construction, rénovation, démolition, les CRD, c'est une proportion significative à l'enfouissement. C'est une proportion, ce sont des matériaux qui prennent beaucoup d'espace aussi. Alors, c'est pour ça qu'on travaille très fort justement sur cette avenue-là de déconstruction, qui n'est pas encore très, très connue, mais on en est, sur les 2 territoires, on en est quand même rendu au 5e ou 6e projet d'accompagnement. Donc, des entrepreneurs qui ont décidé d'implanter ça, des entreprises privées, qui avaient un projet et qui ont dit, moi, je vais adopter ça, cette approche-là de déconstruction. Et ça permet de détourner des matières vers des acheteurs. À qui tu vends, peut-être à 50% du prix. Puis les matériaux, maintenant, sont chers. Donc, un 2x4, un 2x6, une feuille de plywood, quand tu peux l'avoir à 50% pour faire des petits projets de camps de chasse, de galeries, de petits abris extérieurs, c'est parfait. On dit win-win. C'est win-win pour tout le monde. C'est gagnant-gagnant. Ça, la déconstruction, est-ce que c'était un projet pilote unique au Québec ou ça avait déjà été tenté ailleurs? En 2023, on est, je dirais qu'on figure dans les premiers projets qui ont été documentés, c'est-à-dire des projets où on est venu, c'est un projet pour lequel on a vraiment construit un rapport, on a construit une boîte à outils, on a tourné un documentaire, on a donné beaucoup de conférences, beaucoup d'ateliers. Encore cette semaine, j'ai des gens qui m'ont appelé de la baie
du Bas-Saint-Laurent, puis on dit, nous autres, on s'enligne vers ça, mais comment vous avez fait chez vous? Puis, alors, c'est encore au quotidien, c'est encore un sujet d'actualité. Et on était pas mal dans les premiers. Maintenant, on en parle beaucoup plus au Québec. On a encore du boulot à faire de ce côté-là. Mais ça a fait des petits, par exemple. Ça a fait des petits. On s'en va sur la bonne voie partout au Québec avec oui, ça. Oui, exactement. Le programme de subvention pour la réduction à la source, on en a déjà parlé, mais vu le temps des fêtes qui s'en vient, c'est une bonne idée, comme tu me disais, d'en reparler. Oui, on n'en parle jamais assez souvent. On est chanceux, encore une fois, sur notre territoire. On a des partenaires financiers, on a des partenaires de la régie, donc la Ville de Gaspé puis la MRC du Rocher-Percé, qui ont mis 50 000 $ dans une enveloppe destinés à ce programme-là. Donc, ceux qui veulent se procurer des items pour remplacer leur truc à usage unique, ils peuvent à ce moment-là bénéficier d'une subvention jusqu'à l'équivalent d'à peu près 250 $ par année. Là, on est au mois de novembre. On approche le temps des fêtes. C'est le temps d'acheter justement des items qui vont remplacer vos trucs à usage unique. Vous allez pouvoir recevoir une petite subvention pour ça. Ça va réduire votre coût d'achat. Puis ça peut faire ça peut offrir des idées de cadeaux intéressants. Si vous cherchez qu'est-ce qu'on entend par ces items-là? Bien, il y a 6 catégories de produits, que ce soit les produits pour les produits féminins, les trucs d'emballage, d'éco-emballage responsable. Genre pour les produits en vrac? Oui, donc, pour remplacer, par exemple, dans la boîte à lunch, là, les petits sacs, oui, exactement, ou les petites barres avec l'emballage jetable, bien, on peut s'équiper d'une boîte à lunch là, avec des emballages qu'on réutilise, des pots, des plats qu'on réutilise régulièrement, puis ça génère moins d'emballage. Pour réparer, par exemple, si vous voulez faire réparer votre cellulaire ou votre tablette, outils électroniques, votre appareil électroménager, on peut couvrir ces frais-là. Si vous voulez vous acheter un bidet, si vous êtes rendu là dans votre vie, on peut couvrir ces frais-là. Un chargeur à piles rechargeable. Mine de rien, les piles, c'est un contaminant, déchet dangereux. Et ça génère souvent des incendies au niveau des lieux d'enfouissement technique. Alors, allez voir sur le site de la Régie. Là, vraiment, c'est facile à trouver. Puis si c'est pas clair pour vous, appelez-nous. Nous autres, on répond, on vous donne un coup de main là-dessus. D'accord. Je voulais revenir sur le recyclage. Puis en même temps, tu m'as dit que il y a quelque chose que vous allez organiser en rapport avec ça. Puis on voit que les règles ont changé, que c'est rendu à cette heure tout ce qui est contenant, emballage et imprimé. Ça se résume à ça. Mais ce que je me demandais, c'est le styromousse. Avant, c'est supposé être considéré plastique, mais avant, on ne pouvait pas mettre ça dans le bac. Est-ce qu'il va dans la sœur? Tous les contenants emballages imprimés qui font partie de notre vie de consommateur au quotidien, vous pouvez mettre ça dans votre bac bleu, contenant emballage imprimé. Alors, la barquette de viande, si elle est encore en styromousse, parce qu'on en voit de moins en moins, mais si elle est en styromousse, est acceptée au bac bleu. Là, si vous me demandez qu'est-ce qu'on fait avec, on n'a pas encore beaucoup de marché pour ça ici, mais c'est accepté au bac bleu selon les règles d'Éco-entreprise Québec. On peut se poser alors la question, tant qu'à acheter ça, pourquoi j'achèterais pas quelque chose qui est dans un emballage, un plastique un peu plus intéressant, au niveau de matière à recycler, hein, donc ça peut être ça. On peut même aller chez le boucher et apporter notre propre contenant puis dire « mets-moi donc mes affaires dans mon contenant ». Ça, c'est l'idéal parce que là, tu ne génères pas d'emballage supplémentaire. Là, vous allez me dire « je suis un petit peu loin puis tu es craquée, Nathalie ». Mais mine de rien, on est quand même, tous ces petits emballages-là constituent une partie importante du volume qu'on retrouve au centre de tri, donc pour lequel on doit payer pour le tri et transport, traitement, mais ça constitue aussi une partie importante de ce qu'on trouve à l'enfouissement.
Donc, on est rendu là, nous, dans notre mécanique ou dans nos outils qu'on veut promouvoir, c'est de se tourner vers des emballages qui sont un petit peu plus réutilisables, qui sont un peu plus... qui ont une durée de vie plus longue. D'ailleurs, vous allez organiser une activité concernant la réduction des emballages à usage unique. Vous m'en parlez un peu? Oui, on va tenir une rencontre la semaine prochaine avec... en petit groupe, c'est avec surtout des restaurateurs, des gestionnaires de cantines, des organismes qui préparent des petits plats. On veut voir avec cette clientèle-là comment on peut les aider pour faire des meilleurs choix d'emballage. Donc, oui, un emballage compostable, c'est mieux qu'un emballage de styrofoam, clairement. Mais si on peut remplacer l'emballage de compostable par un emballage réutilisable, c'est une coche de mieux. Si on peut favoriser l'emballage que le citoyen apporte, donc son contenant qu'il apporte, qu'on remplit, c'est encore mieux. Alors, c'est un peu vers là qu'on veut se diriger, mais on veut le faire correctement parce que ces entreprises-là ont autre chose à faire que de se poser la question au quotidien, quel choix d'emballage je vais faire. Hein? Les autres, ils vendent des produits, puis ils doivent servir la clientèle, il faut que ça swing. Alors, on veut vraiment prendre le temps avant la prochaine saison, on veut prendre le temps avec eux d'évaluer toutes les pistes. Si jamais il y a des restaurateurs, gestionnaires de cantines, des organismes qui sont intéressés par ce dossier-là, mais qui nous appellent, parce que ça va nous faire plaisir de les inclure dans la boucle. C'est quand vous allez faire ça, cette activité-là? C'est le 20 novembre. En avant-midi, on rencontre un groupe de la MRC du Rocher-Percé, puis en après-midi, on rencontre un groupe de la ville de Gaspé. OK. Pour ce qui est des emballages de viande, je ne sais pas s'ils font ça par ici. En tout cas, je le vois pas, ou c'est peut-être parce qu'il faut le demander spécifiquement, mais j'ai déjà vu que ils donnaient ça dans, je ne sais pas si c'est du papier ciré, mais c'était emballé dans une sorte de papier de ce genre-là. Oui. Est-ce qu'ils font ça par ici? Je le vois pas, je pense pas qu'on voit ça. En tout cas, on ne voit pas ça en épicerie. Peut-être que si on fait la demande spécifique au boucher, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, ils étaient quand même ouverts, là, ils sont quand même assez flexibles, du moins de ce que j'ai constaté là, en apportant moi-même mon contenant. Là. Mais au niveau du papier, ça, j'ai pas constaté qu'on utilisait encore ça ici. Tu as déjà emmené ton contenant pour la viande? OK. Oui. Ah, on peut faire ça, hein? Ben oui. OK. Dans le fond, ça revient à ça, de ce que tu disais. Définitivement, oui. OK. Je pense que ça fait le tour pour celui-là. Tu voulais revenir sur les horaires des écocentres? Dans le fond, c'est ça, on vient de passer à l'horaire d'hiver. Oui, depuis le 1er novembre, on a beaucoup d'appels là-dessus. C'est toujours la même chose à chaque année. Nous autres, on répète toujours, regardez votre calendrier, jetez un œil sur votre calendrier parce que les fréquences ont changé, les horaires ont changé. Donc, les écocentres, l'horaire, on est à l'horaire réduit d'hiver. Pour Grande-Rivière, c'est 4 jours semaine au lieu d'être 6 jours semaine. Puis, pour Gascon et Percé, on est à 2 jours semaine au lieu du 3 jours semaine. Donc, prenez le temps de regarder l'horaire, que ce soit sur Internet, via Internet ou directement dans votre guide. Normalement, vous aurez l'horaire complet sur notre sur notre page Facebook. Je pense que c'est là où vous allez trouver l'information la plus précise. Puis en même temps, je parlais de calendrier, mais on s'en va vers le calendrier 2026 qu'on est en train de travailler, sur lequel on planche actuellement. Normalement, il va être distribué à la mi-décembre. Déjà, on a des appels aussi. Là, les gens se demandent à quel moment ils vont le recevoir. Comme à chaque année, normalement, les gens vont le recevoir à la mi-décembre. Évidemment, ça va dépendre aussi de la grève, au niveau de la poste, là, il y a la grève tournante. Alors, on espère qu'à la mi-décembre, tout ça va être établi et qu'on va être capable de distribuer dans toutes les boîtes postales. Est-ce qu'il va y avoir des changements au niveau des collectes pour 2026? Pour les collectes, non. Vraiment, on a gardé la même séquence qu'on a appliquée, qu'on a implantée depuis 2023, donc il n'y aura pas de grands changements. On fait toujours un rappel sur le calendrier, des collectes, mais aussi pour la collecte des encombrants, pour les horaires au niveau des sites. Alors, l'information là, est à peu près assez semblable. Puis, on a tout le temps un petit document là, qu'on intègre dans le calendrier qui va présenter aussi des informations, là, des précisions ou des petits rappels.
C'est un outil qui est pratique, que le monde aime bien, là, puis jetez-le pas. Pour ce qui est des collectes des déchets, là, on voit en ville, ils ont voulu l'étendre, pas l'étendre, mais je veux dire, au lieu d'être à chaque semaine, c'est de mettre réduire aux 2 les semaines. fréquences. Oui, c'est ça. Puis c'est mal reçu par la population. Je sais que c'est pas la même réalité, la ville versus la Gaspésie. Ouais. Nous autres, bon, ça fait, tu as dit depuis 2023 qu'on est aux 3 semaines pour les déchets. La population avait réagi comment à ça au départ? Nous, depuis 2023, là, ça se passe très, très bien. Il y a eu quelques cas qui ont nécessité là, des discussions ou des ajustements parce que certains avaient des conditions particulières, d'autres appliquaient peut-être pas les bonnes pratiques de tri. Puis ils ont pris le temps de nous appeler, on a pris le temps de travailler avec eux, puis je pense que le problème s'est corrigé pour la majorité d'entre eux. Maintenant, je rappelle qu'on paye dans la facture qu'on assume, il y a une partie de la collecte qui est à la levée. À partir de 2026, là, à la fin de 2026, il va y avoir chaque levée va coûter à peu près 1 $. Donc, chaque fois qu'on met notre bac à déchets au chemin, chaque bac coûte 1 $ en plus du frais forfaitaire. Alors, pensez-y quand vous mettez votre bac au chemin, s'il est rempli à moitié, puis il y a quelqu'un qui me disait « Oui, mais là, il faut que je le mette au chemin parce qu'il ne sent pas bon. » Bien, s'il ne sent pas bon, c'est parce qu'on ne composte pas. Parce que le bac à déchets, normalement, ne sent pas si tu utilises ton bac brun, puis la fréquence du bac brun est quand même, en été, c'est toutes les semaines. Alors, tu ne peux pas te tromper. Mais, alors, le bac à déchets, mettez-le au chemin juste quand il est plein. Parce que comme ça, bien, chaque dollar économisé, bien, à la fin de l'année, ça peut représenter 20, 30, 40 000 $ assez rapidement. Depuis 2023, on a constaté ça avec cette implantation-là, cette nouvelle pratique-là, que les gens, il y en a beaucoup qui l'ont adoptée, qui ont réduit la fréquence à laquelle ils mettaient leur bac au chemin. Bon, bien, on va changer les habitudes. C'est ça. Quelque chose que vous auriez voulu ajouter? Ben non, mais en fait, je trouve que ça se passe quand même plutôt bien. On a notre agent vert, tu sais, qui travaille très fort sur le terrain. Là, je pense qu'il a vérifié là, quelque chose comme 500 bacs commerciaux au cours des dernières tournées qu'il a réalisées. Puis, il y avait moins de 2 % d'avis. Avant un constat d'infraction, on émet un avis. Il y en avait moins de 2 %. Fait que 2 %, c'est bien. Ça veut dire que c'est moins d'une dizaine qui étaient vraiment non conformes puis qui ne s'étaient pas corrigés après le biais de courtoisie. Moi, ce que ça m'envoie comme message, c'est que de plus en plus, je sens de plus en plus de collaboration, un meilleur tri, une conscience, le désir peut-être de travailler en équipe pour réduire la facture, puis nous aider aussi au niveau du tri, parce que nos équipes travaillent fort aussitôt. Tu sais, quand je parle éco-centre ou site de compostage ou centre de tri, quand on ne reçoit pas de contaminants, quand c'est plus agréable comme travail, je pense que ça passe par le respect, puis je sens un petit peu plus de respect de la part des citoyens puis des usagers. Fait que je les remercie. Bien, Nathalie Drapeau, directrice générale de RIT Émergé, merci beaucoup de ton passage. Bien, merci à vous. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Redonnez fière allure à votre voiture avec Jimmy Esthétique Auto Plus. Spécialiste en esthétique automobile complète, nous redonnons vie à votre véhicule à l'intérieur comme à l'extérieur. Et pour affronter nos hivers québécois, pensez à nos traitements anti-rouille paraphiniques, sans huile, efficace et durable. Brillance, protection, tranquillité d'esprit, Jimmy Esthétique Auto Plus, votre auto, notre passion. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyant de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés sauront vous conseiller pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385
3310. Selon Radio Gaspésie, une veillée commémorative régionale sera organisée samedi à Carleton en mémoire des victimes de féminicide. L'initiative, qui en est à sa 2e année, est tenue le 6 décembre en référence à la tuerie de Polytechnique. Le rassemblement aura lieu dès 16h30 devant le Quai des Arts, avec minutes de silence, prise de parole bilingue et écriture de revendications. Christelle Parker de la Baume Gaspésie explique que les organismes partenaires visent à dénoncer toutes les formes de violence, y compris les plus implicites. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 239 000 $ destiné à soutenir la croissance des entreprises en économie sociale dans la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Cet appui financier vise à favoriser l'émergence de nouvelles entreprises collectives, à consolider celles déjà établies et à encourager la création d'emplois durables au sein des communautés. Amélie Dionne, ministre responsable de la région, a souligné que l'économie sociale est un moteur essentiel pour la vitalité régionale. Elle a rappelé que les entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices dans la collectivité jouent un rôle très important pour les communautés. Selon Radio Gaspésie, l'artiste Viviane Audet a réagi vivement aux propos du chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a critiqué le milieu culturel pour son aplaventrisme suite à la nomination d'un ministre fédéral. Par un clin d'œil humoristique, Madame Audet a publié une photo où elle lui enjoint de respirer avec son petit piano doux. L'artiste juge les propos de Paul Saint-Pierre Plamondon blessants et mal accueillis, surtout que les créateurs ont souvent été des alliés du Parti québécois. Elle précise toutefois qu'il s'agit d'un trait d'humour et qu'elle ne compare aucunement Paul Saint-Pierre Plamondon à Donald Trump, espérant que son geste ne soit pas pris au premier degré. Selon Gaspésie Nouvelle, le 6 décembre 2010, une catastrophe naturelle sans précédent a frappé les côtes du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Des vagues de plus de 5 mètres ont déferlé pendant des heures, causant des dommages considérables aux propriétés privées et aux infrastructures, dont la route 132. Le professeur Daniel Bourgault explique cet événement rare par la combinaison de 3 facteurs: grande marée, vent violent et basse pression atmosphérique. Le niveau d'eau record a forcé l'évacuation de plus de 500 personnes. Le bilan matériel fut catastrophique. 72 résidences démolies, 18 déplacées et plus de 21 millions de dollars versés. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le Conseil des préfets et élus des Laurentides se dit satisfait du jugement de la Cour d'appel qui a déclaré inconstitutionnelle la loi visant à interrompre la révision de la carte électorale. L'organisme qui contestait la loi salue un jugement réaffirmant le principe d'une représentation juste et équitable. Le vice-président Xavier Antoine Lalande insiste sur l'importance de retirer toute influence politique partisane du dossier. Cette décision maintient le risque que la Gaspésie perde une circonscription en 2026, la Commission de la représentation électorale ayant maintenu sa proposition de fusionner les comtés de Gaspé et de Bonaventure dans son dernier rapport. Selon Gaspésie Nouvelle, le nombre de baleines noires de l'Atlantique Nord, une espèce en danger, a légèrement augmenté pour atteindre 384 individus, soit une hausse de 2,1%. C'est un bon signe car le consortium n'a constaté aucun décès et moins de blessures cette année, contre 16 enchevêtrements en 2024. Durant la saison de mise bas, 11 baleineaux sont nés et aucun n'est mort, une amélioration notable par rapport à l'année dernière. Le Canada maintient ses restrictions de vitesse dans les zones où la présence de ces baleines, qui comptent moins de 400 individus, est détectée.
de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.